Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui, ce que je propose, c'est de parler un peu de toute ton œuvre par rapport aux runes et toutes tes compréhensions. Ok. D'accord. Non, mais quand même, ça commence quand même par la fin. Oui, Tu as parce fait une Bible. Ah, il paraît. Donc, elle est en cours d'impression. Donc, je viens de terminer effectivement un ouvrage de référence aux éditions Le Duc qui s'appellera Ma Bible des runes, ce qui peut être un peu un oxymore dans le sens où le mot Bible avec le mot rune, c'est un peu antinomique, mais c'est pas grave. C'est pour dire que c'est un ouvrage de référence. Ça m'a pris environ 1 an à le développer. Il y a plein de choses dedans. Il y a à peu près un peu plus de 400 pages. Donc, effectivement, il y a plein de gravures que j'ai réalisées pour illustrer les runes. Et il y a beaucoup aussi de mythologie dans ce livre parce que, effectivement, la mythologie dans l'apprentissage des runes, la mythologie germano-nordique, est un plus pour comprendre l'essence de la rune. Parce qu'en fait, vraiment, ces runes racontent une certaine idée de l'histoire du monde. Tu vas super vite. Ouais. Tu nous as donné plein de bonnes informations. Elle nous parle de mythologie, elle nous parle d'histoire du monde, elle nous parle de plein de choses. Donc en fait, si je comprends bien, ça t'a pris 1 an à écrire la Bible. Ouais. Mais ça faisait combien d'années avant que tu travaillais avec les runes? Oh, beaucoup. Je ne pourrais pas te dire parce que c'est un gros travail. Tu les as visités sous toutes ses formes. Oui, je les ai beaucoup fréquentées parce que j'estime que c'est en fréquentant les runes qu'elles nous racontent les plus belles histoires. Donc, je les ai beaucoup fréquentées, beaucoup invitées dans mon quotidien. Et donc, si tu veux, les runes, il y a très peu de choses qui ont été écrites sur les runes. Le premier ouvrage de référence est un ouvrage des environs du XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, qui en parle pour la première fois. Et après... C'est quoi cet ouvrage-là? C'est l'Edda de Snorri. On va le mettre dans le... Ok. Ouais. Il y a l'Edda poétique, qui est une forme encore plus ancienne qui précède cette Edda de Snorri, qui est difficilement compréhensible parce que justement ça s'adresse d'une manière excessivement poétique et on n'a plus cette manière de comprendre. On s'exprime plus comme ça aujourd'hui. Et donc après ça, il y a l'Edda de Snorri, donc Snorri étant un noble islandais du fin XIIe siècle, début XIIIe siècle, converti au christianisme. Donc il a... Un peu? Oui, il était certainement un peu influencé par sa conversion au christianisme quand il a écrit ce qui lui était parvenu à propos des runes, de la mythologie, de leur imbrication les unes avec les autres. Et donc dans cette Edda de Snorri, Edda voulant dire grand-mère, donc c'est un récit de grand-mère qui raconte en fait une certaine idée de fin du monde. Il y a une volva, une sorcière qui voit Odin, qui lui raconte ce qu'elle a vu dans ses visions. Fait que ça, c'est un peu comme tout le côté de la mythologie nordique. Ouais. Donc c'est ça. Fait que la mythologie nordique, on s'en va où? C'est quoi? C'est quand est-ce que ça se passe? Parce que moi, j'ai souvent entendu parler de la mythologie grecque, la mythologie latine, romaine, mais là, nordique. On est où? Il se passe quoi? Donc, on est dans le nord de l'Europe, vraiment les pays scandinaves et germaniques, donc Allemagne. Tu vois? Tout ça fait que dans ces pays-là, il fait froid, il y a des longues nuits. Puis on est vraiment avant Jésus-Christ là, quand tout ça se passe. Oui, quand tout ça se passe, c'est avant Jésus-Christ. Mais là-dessus, si tu veux, donc effectivement, on sait que les runes sont assez anciennes parce qu'on a retrouvé... À part cet écrit du XIIe siècle, on a retrouvé avant, gravé dans des pierres, ces runes qui vont constituer ce qu'on appelle le futark. Tu vois, le futark, c'est l'alphabet nordique. Donc, on sait qu'elles existaient avant, qu'avant, elles étaient utilisées pour cette connexion avec les dieux. Et donc, c'est vrai, comme tu le dis, on parle toujours de la mythologie grecque ou de la mythologie romaine, très peu de la mythologie nordique. Pourtant, c'était celle qui subsistait derrière le vent du Nord. Tu vois, les Grecs étaient des grands voyageurs, ils allaient donc, au bord de leur bateau, ils étaient en contact avec d'autres civilisations
civilisation. Et derrière cette civilisation qu'on appelle derrière le vent de bord, c'est-à-dire vraiment au nord, il y avait cette civilisation qu'on dit d'Hyperborée, donc du plus loin que ce vent-là du nord. Et cette civilisation d'Hyperborée, on en a perdu les traces. Il nous reste certains récits, donc ce qu'on connaît, hein, les As, donc les dieux d'Asgard, ça on les connaît dans tous les Marvel, hein, on entend Thor, Odin, Loki, tout ça, ce sont ces dieux-là qui ont influencé cette mythologie nordique. On en retrouve aussi dans certains linguistes qui ont retracé tout ce qui se passait dans ces contrées du Nord, les anneaux, le Seigneur de l'Anneau de Tolkien. Donc en fait, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que cette mythologie-là est en train de revenir dans la culture contemporaine, un petit peu sans qu'on s'en rende compte, qui est finalement, quand tu parles des Marvel, effectivement, c'est un peu comme notre mythologie d'aujourd'hui. Oui, c'est notre manière de se raconter des vieux contes, des vieilles histoires, de nous rappeler d'où on vient finalement, au niveau de ce que tu appelles l'âme du monde. C'est-tu là que je le place, ce mot-là? On pourrait, mais c'est vrai que c'est très intéressant la mythologie parce que ça donne justement, comme tu viens de le dire, un cadre. C'est-à-dire que la mythologie est pleine de symboles, elle s'adresse d'une manière analogique, elle fait en sorte que pour chaque notion, notre cerveau doit déplier d'autres notions. Et comme ça, quand l'âme du monde s'adresse à nous, l'âme du monde c'est quelque chose de plus grand, d'imperceptible, qui se trouve derrière le subtil et qui, de temps en temps, cherche à entrer en contact avec nous pour dire hey, vous vous souvenez, il y a quelque chose de plus derrière le voile, il y a quelque chose de plus qui parle de ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Moi, je sais, donc j'essaye de vous donner certaines notions, mais est-ce que vous êtes à même de les comprendre, de les écouter? Et pour ça, il faut qu'on ait un langage commun. Et pour qu'on ait ce langage commun, eh bien, les mythologies sont des bons cadres. Tu vois, tout ce qui est outils symboliques, analogiques, ça nous permet de développer, si tu veux, cette grammaire et cette syntaxe qui nous permet de comprendre et d'entrer en contact avec cette âme du monde. Est-ce qu'on pourrait dire que dans le fond, autant la mythologie dans leurs histoires qu'à la limite une rune par un symbole, c'est que en fait, ça permet de rendre les choses non limitées? C'est ça. C'est de manière, c'est de dire, soit un symbole ou soit un personnage, eh bien en fait, on peut le décliner de plein de manières différentes et je crois que quand on le regarde à différents moments de notre vie, on ne le perçoit plus pareil par notre maturité, par nos expériences, des choses comme ça. Et donc, en fait, revenir vers ces enseignements-là permet aussi de revenir vers une sagesse qui dépasse un peu la 3D de notre monde matérialiste et qui nous a... Et donc, vers quelque chose de plus grand que nous. Oui, c'est ça. Et ça nous permet, en fait, je pense, de nous réapproprier cette grande histoire qui est la nôtre, et dans laquelle on a notre petite histoire qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'on peut voir s'ouvrir dans cette grande histoire et nous permettre de faire des ponts avec finalement quelque chose qui existe depuis tellement longtemps et dont on fait partie, c'est surtout ça. Oui, c'est ça, parce qu'on en découle aussi. Voilà, on en découle, voilà. On est teinté de ça. Surtout, en fait, moi, je me peut-être les pays nordiques, même le Canada, qui est quand même lui aussi fondé aussi par ces peuples qui ont traversé l'océan bien avant Christophe Colomb. Oui, c'est ça. Et donc, si je comprends, il y a la mythologie nordique qui a été un peu oubliée et qui revient de plus en plus. Oui. Puis même, je vois ça sur Netflix de plus en plus. Hein. Il y a plein de le Ragnarok. Il y a vraiment beaucoup de séries pour l'instant il y a The Northman où il y a vraiment on voit une notion vraiment excessivement importante de cette mythologie nordique qui sont les berserkers, qui sont cette manière qu'avaient les guerriers d'Odin de se vêtir d'une peau d'animal, souvent l'ours,
ou le loup, pour se dire qu'on était des guerriers qui avions cette force de cet animal, avec toute la symbolique de l'ours ou du loup derrière, que j'explique dans les cours de mythologie, et qui faisait, en fait, c'était une sorte de gageure, justement, c'était de ne pas sombrer tout à fait dans la force de l'animal qui prenait pratiquement le pli sur l'humanité du guerrier, mais dont le guerrier avait besoin pour être ce guerrier fort au combat. Et ça nous a influencé dans tout ce qui a été loup-garou par la suite, etc. Donc tu vois, je trouve que la mythologie, cette mythologie nordique, quand on l'ouvre, on en comprend beaucoup de choses qui nous ont teinté dans notre quotidien, ne fût-ce que les contes de fées. Oui. Pratiquement tous les contes de fées sont issus de cette mythologie nordique. Ah oui, ok, tu vois. Parce que, par exemple, la Belle au bois dormant, la Belle au bois dormant, tout le monde connaît la Belle au bois dormant. Cette Belle au bois dormant, elle a une malédiction qui est donnée par une fée qui n'a pas été invitée. Et tout le monde, des féeries, des gnomes, tu sais, des nains, des trolls, c'est la mythologie nordique. Ok. Parce que vraiment, cette mythologie nordique, tout au départ, elle résulte de la rencontre entre la glace et le feu. Cette glace et ce feu qui se rencontrent au milieu d'un précipice immense, donne naissance aux géants qui ont cette capacité de se métamorphoser et qui, une fois si tu veux, qu'ils ont été vaincus par les dieux, eh bien, ont donné naissance à tout un petit peuple de féeries, les fées qui sont des élémentaux de la nature, parce que la nature était issue de ces géants. Et donc, comme elle était issue de ces géants et qu'elle se métamorphosait comme eux, eh bien, tu as eu à chaque fois des représentations de cette nature à différents moments. Et ça a donné les fées, les sirènes, les trolls, les gnomes, enfin, tu vois, tout ça, que, bien entendu, on invite souvent dans notre quotidien, ou en tout cas certaines personnes, il y a un regain vis-à-vis de toute cette, ces représentations de la nature, mais dans ces peuples nordiques, c'est encore très présent, puisque par exemple en Islande, qui est une île où il y a une seule route tout autour de l'île, ils peuvent dévier vraiment des travaux entiers si ça passe par J'avais effectivement vu un documentaire, voilà, si ça c'est passe carrément, par oui, je veux dire, les ingénieurs, puis l'urbanisation est faite en conséquence qu'il y a des territoires qu'on ne touche pas parce qu'ils sont habités par un monde plus subtil que le nôtre. Les autres, ils cohabitent encore ensemble. C'est ça. Tout à fait, wow. Donc voilà, en gros, si je comprends bien, il y a cette mythologie nordique, je crois qu'il tourne autour d'un arbre. Oui, ce fameux arbre, l'arbre de vie, la vieille culture. Oui, hein? c'est il y a ça. l'arbre qui revient toujours, Toujours. qui est un peu notre représentation de notre corps entre nos cheveux et nos racines. Donc il y a cet arbre, donc là en fait il y a tout ça à se familiariser, à découvrir, à entendre, à réentendre. Donc oui. Ça, c'est pour ce qui est de la mythologie. Parce que tu vois, même James Cameron l'avait bien perçu, parce que dans son film d'Avatar, l'arbre des mémoires, ça a un nombre de runes. Okay. Tu vois, Ewa, 13e rune du Futark, et qui représente ce monde qui tient en fait toutes les réalités du multivers, parce que l'arbre d'Yggdrasil, c'est cet arbre qui maintient toute la trame de la création, sur lequel se greffent tous les mondes du multivers. Il faut regarder le Docteur Strange pour comprendre aussi je pense qu'après ça, finalement, en bout de ligne, c'est que quand on commence à ouvrir ça, on se rend compte qu'il y a plein de gens s'en sont inspirés, à leur manière, transmettre un certain message. Moi, souvent, en fait, aussi, je me dis toujours que c'est une manière imagée de nous expliquer un peu où nous sommes parmi tous ces mondes et ces plans subtils qui sont si difficiles à appréhender parce que c'est pas aussi concret qu'une chaise puis qu'une table. Donc, eux, c'est comme ça qu'ils l'ont placé à travers cet arbre-là. Tout à fait. OK, parfait. Donc, là, moi, tout ça, ça m'amène à... Il y en a découlé un alphabet. C'est pas un alphabet, les runes. C'est-tu un alphabet? Oui, Parce que c'est pas pour écrire. Au départ, c'était pas du tout pour écrire. C'était vraiment utilisé au départ uniquement en magie. Okay. Par
dans la philosophie nordique en tout cas, celles qui pouvaient interpréter les signes du monde, c'était les sorcières, les Volva. Tu vois, les Volva, qui donc comprenaient, si on peut dire, le message qui pouvait arriver d'autres réalités, mais aussi le fil du destin de tous en interprétant les runes. Et donc au départ, c'est vrai que les runes n'étaient pas faites pour écrire. C'était une sorte de traduction de ce qu'une réalité plus grande avait à nous dire. Et puis petit à petit, on l'a utilisé comme alphabet. Un peu comme si on prend ce symbole-là. Oui. Exemple, je veux dire, ce symbole-là, il produit chez chaque personne une compréhension unique au moment où est-ce qu'il le regarde. C'est ça. Le cœur, si quelqu'un est en amour, c'est comme ça lui ouvre les yeux. Mais si on présente ce même symbole-là devant quelqu'un qui est en peine d'amour, il n'y aura pas la même réaction. Et donc, c'est un symbole qui, en fait allusion à un concept ou quelque chose. C'est ça. Et donc, les runes, ce sera un peu comme ça. Oui, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que souvent, quand on regarde les runes, dans leur dessin, elles sont très, 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 très simples. Oui. Tu vois ? Mais justement, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de les placer dans leur écrin mythologique, parce que chaque rune est effectivement un symbole qu'on peut ouvrir, parce qu'elle raconte justement une certaine histoire du début du monde, parce qu'elles agissent aussi, si on peut dire, par onde de forme, parce que ce sont des symboles qui racontent quelque chose à un moment donné, parce qu'elles peuvent justement nous mettre en rapport ou en lien avec quelque chose de plus subtil. Donc à chaque fois, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, c'est chaque fois des niveaux d'interprétation différents, parce qu'elles ont toute cette richesse-là, en fait. Parce que je me rappelle qu'à un certain moment, tu m'expliquais que si on les met dans l'ordre dans lequel elles apparaissent, en aètes. En aètes, voilà. Donc c'est ça, donc il y a 3 aètes, tu parlais, le monde 3 fois 8, 3 fois 8, 24 et tout ça, mais ça raconte une histoire carrément. Tout à fait, ça raconte une histoire des origines. C'est ça. Et chaque aète, on dit un aète, des aïtirs parfois, mais on peut dire, voilà, bref, chaque aète raconte en fait plutôt, est à un moment donné de notre histoire dans la grande création et de ce qu'on est amené à faire pour aller vers un retour. En tout cas, c'est ma couleur quand je raconte les runes. Parce que effectivement, c'est pour ça que je te le disais, il y a très peu de choses qui ont été écrites sur les runes. Donc, il y a une sorte de vide, si on peut dire, qui est sujet à interprétation. Et c'est pour ça que chaque personne qui va se pencher sur les runes va avoir un tronc très orthodoxe, mais va pouvoir, avec créativité peut-être, déplier le sens des runes pour que on puisse voir toutes les potentialités et les richesses que chaque rune contient. Exact. Puis je pense que ça serait presque de se mentir, de croire qu'il n'y a qu'une seule manière de les comprendre, parce que finalement, il y a autant de manières qu'il y a d'individus qui les regardent. Parce que chaque personne qui les regarde avec son histoire, teintée de sa culture, de sa personne, de son statut. Je veux dire, c'est sûr que... C'est sûr. Mais il y a un tronc orthodoxe, on pourrait dire. C'est un peu la gamme sur laquelle on va s'exercer quand on fait de la musique. Oui, tu tout vois. à fait. Tu dois avoir un solfège de base, voilà. Et puis après ça, on peut créer du classique ou du jazz ou du heavy metal. Voilà, c'est ça. Voilà. Et le faire en s'amusant, mais il y a un tronc commun à comprendre, sinon c'est un peu plus difficile. Et ce tronc commun, c'est vraiment de l'asseoir sur la compréhension de cette mythologie, de comment ces gens-là voyaient le monde, vivaient leur réalité à cette époque-là, et qui ont utilisé par la suite ce médium pour pouvoir finalement faire une interaction entre finalement un monde qui était physique avec un monde qui était subtil. Par exemple, oui, c'était une manière aussi, de faire du lien entre des événements qui nous arrivaient et puis
d'essayer de comprendre quelle est la place dans le monde. En fait. Et donc, toi, ce que j'en ai compris, c'est que tu en as écrit quand même, tu as écrit un premier livre qui était celui-ci. Il est le fun, moi je l'ai trouvé bien. Voilà. Bon, voilà. Puis il y a plein de manières aussi de les comprendre, mais aussi de les travailler. Oui. Donc, une fois qu'on s'initie aux 24 runes nordiques, j'en ai compris qu'il y en a peut-être d'autres aussi. Oui, il y a d'autres Aïtirs, il y en a un quatrième et un cinquième qui viennent plutôt d'autres régions. Qui sont arrivés plus tard dans l'histoire. Et qu'on utilise différemment, mais il y a un futarque classique. Okay. D'accord. Et donc, de ça, en fait, ça devient des outils avec lesquels on peut les utiliser à différents escients. C'est ça. C'est vraiment d'abord déjà ce qui est intéressant toujours, c'est de commencer par soi. Donc ce qu'on va faire, c'est par exemple, moi j'ai une de mes amies qui en grave une chaque jour sur son poignet. Et puis elle regarde finalement quelle est l'interaction, qu'est-ce qui vient parler de cette rune qu'elle grave, parce que les runes, elles ont une affinité vraiment particulière avec la matière profonde. Donc c'est pour ça que j'emploie toujours le mot graver, parce que on va pas faire spécialement de la calligraphie avec les runes, mais les graver, par exemple les dessiner sur avec un marqueur, voilà, dans son corps, c'est pas mal parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'onde de forme qui se met dans le corps, qui vient interagir avec nos corps subtils, et ça permet en fait vraiment de voir dans la journée qu'est-ce qui va me parler de cette rune. Et alors, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que j'invite souvent dans certains cours, je parle d'un Seder, qui est en fait une sorte de grimoire. Et ce Seder, ce livre un peu magique, eh bien, on va mettre nos interactions propres avec chaque rune du jour. Mais ce livre-là, tu parles en fait de se faire comme un journal de bord, en fait. C'est de dire, on prend un cahier... n'importe lequel, un cahier qui vous plaise. Et là, en fait, on y écrit nos réflexions, nos compréhensions, et il y a comme une forme de relation et dialogue intime avec soi-même parce que plus loin que ça. Plus loin que ça. Je rebondis sur ce que tu dis parce que en fait, le Seder, vraiment, va finir, on va le rendre sacré, tu vois. On va le faire, donc au départ, c'est n'importe quel livre. Mais petit à petit, avec la relation intime qu'on va mettre en route avec les runes, eh bien, on va finir par le rendre sacré parce qu'on va raconter, parce qu'on va capter de ce que l'âme du monde va nous raconter, on va le tracer dans ce Seder. On va lui donner un nom magique, parce que ça aussi, c'est très mythologie nordique. Hein. Tous les objets magiques ont un nom. Donc, on va lui donner un nom. On va comprendre comment, finalement, on va l'amener à la vie pour que cet objet-là magique qui capte peut-être quelque chose de subtil que nous, on a plus de mal à capter, va pouvoir nous restituer et nous emmener finalement dans cette histoire-là. Et donc, en fait, ça, tu t'encourages vraiment les gens qui veulent découvrir et faire leur chemin sur les runes, de travailler avec un Seder. Ouais. Ben bon, on explique ça aussi. Oui, hein, ça s'apprend, ça se travaille. C'est quelque chose vraiment, c'est l'art d'entrer en relation. Oui, puis je pense que c'est la première étape, c'est de finalement, comme toute bonne chose, c'est de les apprivoiser pour soi en premier. Parce qu'on peut faire plein d'autres choses avec les runes. On peut faire des tirages pour soi ou pour les autres. C'est sûr, ça c'est l'art du présage, bien entendu, qui est une grosse partie des runes, parce que ces runes, justement, avec leur affinité particulière, avec ce qu'il y a dans l'air du temps, elles arrivent à donner des messages. Si on arrive d'une manière adéquate à les entendre, tu comprends? Mais donc, ici de là vient tout le travail, de commencer par travailler sur soi ou dans ça, pour que finalement, en fait, il y ait cette communication qui commence à se créer entre finalement ce que toi t'appelles l'âme du monde. Oui. C'est ça que finalement la personne qui travaille avec les runes va rentrer en communication avec ces messages subtils. Et elle va voir comment ces messages subtils se manifestent. Et je sais que certaines personnes, ça peut passer par les rêves. Oui, bien sûr. Donc, oui, bien sûr, les rêves, hein, ça c'est
c'est un gros morceau aussi, parce que les runes sont des grandes rêveuses, mais donc il y avait vraiment une pratique dans cette tradition ancienne où il y avait donc ce qu'on appelait le chaman ou la volva. Elle partait en fait dans le monde des rêves, et il y avait quelqu'un qui la maintenait, si tu veux, ici, avec une sorte de, comment dire, de vocalisation qui lui permettait de ne pas se perdre dans ce monde de rêve. Je comprends, un peu comme le principe du fil. Oui, qui relie, donc il y a une partie qui la maintient dans cette réalité-ci et une partie d'elle où elle accède à des plans de conscience différents, à ces mondes multivers, où elle va pouvoir revenir avec certaines facettes, parfois pas compréhensibles dans cette réalité-ci. Oui. Et c'est ça la magie des runes. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en mots. Non, difficilement. Comme les émotions. Tu sais, je veux dire, si on va dans quelque chose de plus, je veux dire, on sait que la tristesse, elle existe, on ne l'a jamais pris dans nos mains. Puis en même temps, la tristesse, elle peut être de la mélancolie, elle peut être du chagrin, elle peut se décliner de bien les choses dans cette grande... Bien sûr. Et donc, c'est un peu la même chose, c'est de partir dans un autre plan, recevoir des messages, des compréhensions, des enseignements. C'est ça. Puis après ça, c'est tout le travail, de ne pas y rester, donc de revenir. Surtout. Hein? Et après ça, quand d'y revenir, comment est-ce qu'on le retraduit dans cette réalité-ci? C'est ça. Parce que sinon, c'est bien beau d'avoir été faire des rêves, mais si on ne peut rien en faire. Puis les rêves, c'est une manière que finalement on communique soit avec soi-même ou cette âme du monde avec nous qui nous envoie des symboles. Pour moi, c'est l'âme du monde qui communique avec nous. Et elle arrive plus facilement parfois par le détour du rêve, parce que notre mental est plus là. Oui, je comprends. Et là, c'est là que dans la façon comme toi tu travailles d'interpréter les rêves ou finalement de les traduire, là tu réutilises toute ta mythologie. Ah, ma mythologie, le symbolisme des runes. Voilà. Vois, et là, parce qu'on parle de runes, tu t'en tiens aux runes, mais dans le fond, tu vas aussi travailler avec aussi toutes tes compréhensions par rapport à ce que tu as trouvé dans le tarot, que tu as trouvé dans la cabale mystique, que tu as trouvé, qu'on a parlé dans les autres vidéos. Donc là, c'est ça. Fait que c'est une des manières, c'est un peu, je le vois un peu comme parler une langue versus une autre langue. C'est ça. Moi, j'aime ça parce que dans certaines langues, les expressions ne se disent pas du tout la même chose. C'est ça. Donc, puis, mais en même temps, comme exemple, moi, c'est toujours chance. Tu sais, bonne chance. Bon, en français, on va dire merde. Donc, mais en anglais, on va dire break a leg, casse-toi une jambe. C'est ça. Et puis dans une autre langue, en italien, on dit mets ta tête dans la bouche du loup. C'est ça. Donc, c'est un peu comme si les runes nous l'expliquent d'une manière, là, avec sa mythologie, mais après ça, si on prend d'autres mythologies, d'autres courants mystiques ou philosophiques. On en a parlé avec la cabale, mais donc c'est vraiment ma manière un peu, disons, créative aussi, de pouvoir ouvrir encore d'autres pans de ces runes, c'est que j'en ai fait des tissages. Donc, tu vois, ça c'est une pratique, on l'avait expliqué dans la cabale mystique, c'est une manière justement c'est une cabale du langage, c'est mon ami Georges Laï qui m'a enseigné cette manière très créative, finalement, de comprendre ce qui se trouve à l'intérieur d'une lettre, à l'intérieur d'une rune. Et donc, je l'ai transposé dans cette manière de travailler les runes. Et moi, je trouvais que ça allait fondamentalement superbement bien avec la mythologie nordique, parce que la grande déesse Asgard, c'est Frigg. Frigg, mais tu vois, la toute grande déesse Asgard, eh bien, c'est elle qui est la déesse qui tisse avec les étoiles, c'est la déesse du fusain, tu vois, de celle qui va comprendre toutes les implications des fils partout et qui peut retrouver où est-ce qu'il y a un fil qui n'est pas juste, ou qui peut voir en suivant le fil qu'est-ce qui va être le futur d'une personne, mais elle ne le dit jamais. Tu vois, ça c'est aussi des sortes d'avertissements. Et donc, le fil, il est partout dans cette mythologie nordique, puisque on en a parlé un peu dans La Belle au Bois dormant, elle se pique au fusain, avec les fées, tu vois, elle se pique au fusain, elle tombe endormie. Eh bien, toutes ces tisseuses, elles ont la part belle dans la mythologie nordique.
surtout avec les Nornes par exemple, tu vois, ce sont ces trois déesses qui, au pied d'une source, hein, et elles se trouvent au pied de l'Yggdrasil, enfin plutôt en haut de l'Yggdrasil, mais au pied d'une source où elles lisent le destin de tous les gens qui sont dans les mondes des multivers. Et donc, elles ont cette capacité, chaque jour, quand elles regardent dans cette source, elles laissent tomber quelques gouttes, et ces quelques gouttes régénèrent en fait les racines de cet arbre de l'Yggdrasil. Donc, ces tisseuses fileuses, c'est extrêmement important. Et donc, j'ai trouvé intéressant pour chaque rune de regarder quel était son tissage derrière. Parce que ça pulse non seulement une sorte de forme géométrique dans l'espace, mais ça permet de comprendre de quoi est-ce qu'elle est composée. C'est un peu comme son blueprint. C'est ça. Hein, si on mettait un mot plus contemporain, sa signature quantique, si je mets des mots pour que on fasse un... Donc, en fait, du coup, tu peux le travailler, soit tu les tires, tu les graves dans de la matière première. Voilà, et tu peux les lier. Ça, c'est une autre chose qu'on explique au cours, ce sont les runes liées, c'est-à-dire de les lier ensemble. Et alors, on trouve d'autres runes qui apparaissent. Donc, on sait qu'en les liant ensemble, en les mettant toutes les trois ensemble, en fait, les potentialités sont infinies parce que les trois en révèlent 8, 9, 10, 11, 12, et on comprend ce qui se cache encore plus derrière. Tu vois? Comme cet exemple, on se fait un tirage, on a quelques runes qui apparaissent, et puis là on se dit, bon ben voilà, il y a un enjeu entre pour aujourd'hui, j'ai un enjeu entre ces runes qui doivent communiquer entre elles, et en les combinant, ben là ils dévoilent autant les embûches que les solutions. C'est ça. Et comme pour soi, c'est toujours parfois compliqué, le fait de les tisser et de voir où est-ce que... Parce que c'est une manière très... très ordonnée de le faire. Hein, quand on l'explique au cours, quand les gens sortent du cours, tout le monde peut le faire, ce tissage. Voilà. Hein, c'est assez facile. C'est super facile. On peut le faire sur une feuille de papier, avec une règle, un crayon, mais on peut aussi avoir un médium qui le supporte, qu'on peut construire soi-même. Voilà. Et donc, avec cette manière assez simple finalement de rentrer en contact avec la rune, même si on ne comprend pas tout ce qu'elle vient nous montrer, quand on fait ce tissage, il y a des choses qui se placent automatiquement, même sans qu'on le veuille. Hein? Moi, si je parle de mon expérience, moi je sais que je me suis amusée à les tisser rune par rune, et quand je la tissais, des fois la rune je la trouvais simple, je la faisais sans embûche, et 3 jours plus tard je refais la même rune et je bloque à quelque part, et ben, en fait où je bloquais m'indique que aujourd'hui je suis moins je suis moins alignée, si on veut, avec cette fréquence-là, et là ça me permettait de justement me comprendre mieux, et puis aller voir quelle est cette rune-là qui te pose un problème, aller l'ouvrir par rapport à la mythologie, aller voir quels sont les animaux correspondants, qu'est-ce qu'elle vient toucher dans une vertèbre, enfin tout ça, parce qu'il y a des correspondances. Donc franchement, et donc en fait du coup les runes peuvent être pour soi une manière de se connaître et de travailler sur soi, bien et sûr, de se délier. Si on parle tissage, on parle de nœuds. C'est ça. Donc, défaire nos nœuds. Qu'est-ce que je noue, qu'est-ce que je dénoue. Voilà, c'est donc, sûr. Je vois bien ça. Puis en même temps, tissage, on parle aussi de rassembler ce qui est opposé, ce qui est contraire. Donc, il y a aussi une question d'unification, une question de... Donc, on est un petit peu là-dedans. Et puis... Et donc, c'est ça. Donc, on peut faire des combinaisons, on peut faire des tirages, on peut le faire pour quelqu'un d'autre. Quand on est rendu bon. Voilà, quand on est bien, quand on est aguerri, bien compris comment ça fonctionne en soi. On peut les utiliser lors de moments importants, les runes, parce qu'on peut les utiliser dans des rituels. Donc, il y a des clés d'ouverture. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet justement, parce qu'elles ont cette affinité avec l'espace et le temps, elles ont cette belle capacité d'ouvrir des espaces qui peuvent me mettre en harmonie avec ce qui a changé dans l'air. Donc, au niveau des rituels, j'en ai parlé beaucoup dans la Bible des runes qui va sortir, mais j'en parle beaucoup au cours. C'est intéressant de pouvoir faire ces rituels. Oui, puis tu nous en as parlé dans les 9 mondes et les 8 portes. C'est ça. Donc, c'est là que tu parles. Ça,
ça parmi, mais ça peut être des rituels qui sont très intimes aussi. Le jour de son anniversaire. Voilà, le jour de son anniversaire. Ou quand je traverse quelque chose qui est très très compliqué, d'aller comprendre par rapport à ce que je vis, comment est-ce que je peux ouvrir une porte pour essayer d'aller vers plus d'harmonie, qui peut être quitter un travail, déménager dans un autre pays, peut être une forme de rituel aussi, une forme de transformation. Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir pour aller vers ce nouveau, enfin tu vois, c'est assez c'est large. Et donc là, tu as fait tout ça. Et avec tout ça, tu en as même fait une technique thérapeutique. Oui. Ça, on en parlera après, non? D'accord. Donc, il y a même ça qu'on peut en faire. Ça, c'est mais la cerise sur le gâteau. Voilà. Puis avant de pouvoir en faire, de pouvoir en être un outil thérapeutique, il faut les avoir apprivoisés à l'intérieur de soi. Parce qu'avant de le faire sur l'autre, c'est ça. Il faut comprendre. Il faut construire son arbre d'Yggdrasil à l'intérieur de soi et voir ses runes. Il faut se tisser et se dénouer avant de pouvoir. Et de voir ces runes fleurir sur cet arbre en nous pour qu'on puisse alors après aller voir chez l'autre. Ben wow. C'est une belle discipline, c'est une belle approche, c'est une belle... Ah, mais j'aime les runes. Les runes, elles adorent entrer en contact avec nous. Donc, si on les fréquente, elles n'arrêteront pas de nous raconter des belles histoires. Moi, j'aime bien les belles histoires. Oui, t'es une conteuse, hein? Un peu. Oui, un peu beaucoup.